Bonsoir à tous. En premier lieu, je voudrais tout d'abord remercier Contact Entreprise de m'avoir offert cette opportunité. Je crois que par cette action, Contact Entreprise nous montre une fois de plus qu'il est à la pointe de l'actualité, qu'elle est toujours dans le concret et qu'elle a pour objectif d'accompagner au quotidien ses adhérents, parce que je crois que vous êtes tous dans l'expectative et que vous êtes tous impatients de savoir ce qu'il y a dans ces ordonnances, qu'est-ce que vous pourrez en faire et surtout, est-ce que concrètement ça va vous apporter quelque chose. Alors je me présente. Donc, je m'appelle Isabelle Olivier, je suis avocat au barreau de Fort-de-France. Mon cabinet intervient essentiellement en droit du travail et droit de la sécurité sociale, principalement au service des employeurs, mais aussi au service des salariés, parce qu'en tant que bonne avocate, je suis un petit peu schizophrène et j'aime bien aussi me mettre de l'autre côté de la barre pour savoir quels sont les arguments qu'on pourrait opposer de l'autre côté de la barre. Dans ma pratique, je constate souvent que l'employeur est extrêmement angoissé. Il est angoissé parce qu'il se trouve dans une multiplication, confronté à une multiplication des normes juridiques. Vous, alors je vais dire vous parce que je pense que dans la salle il y a quand même une majorité d'employeurs, vous vous retrouvez plongé au cœur d'une véritable jungle juridique. Jungle juridique parce qu'il y a toujours plus de normes, toujours plus compliquées, qui changent à chaque instant. Nous-mêmes, avocats, on est constamment obligés de se former. Et cette jungle, elle n'est pas très amicale pour vous. Dans cette jungle, on va trouver ce que je pourrais qualifier de véritables guerriers, que je n'irai pas jusqu'à qualifier de sanguinaires, mais qui sont vos représentants du personnel et vos délégués syndicaux. Cette jungle, elle est truffée de pièges. Des pièges qui sont les problèmes en matière d'inaptitude, en matière de congé maternité, les procédures, les reclassements que vous ne maîtrisez pas forcément. Et cette jungle, elle est à chaque instant prête à se refermer sur vous et à avaler tout simplement votre entreprise et vous-même et éventuellement en avoir raison. Et ça vous fait extrêmement peur et je vous comprends. Alors votre réaction naturelle quand vous êtes dans cette situation, c'est d'être prudent et d'avoir peur et d'être prudent. Et quand vous voulez embaucher, vous allez voir votre conseil, j'espère que vous le faites, et vous lui dites « Maître, faites-moi un contrat de travail ». Votre conseil vous dit « Pas de problème, qu'est-ce que vous voulez ?» « Ah, je ne veux surtout pas de CDI, maître. Surtout pas, je veux un CDD, parce que moi, je ne sais pas si dans un an, j'aurai toujours besoin de la personne, je ne sais pas si la personne va me convenir, je ne veux pas être coincé dans un contrat dont je n'arriverai pas à me débarrasser, et donc je veux un CDI. » Alors votre avocat vous regarde, vous fait un grand sourire et vous dit « Moi, je veux bien vous faire un CDD, mais vous savez, le CDD, c'est un contrat dérogatoire, on ne peut pas le faire dans tous les cas, c'est peut-être un petit peu dangereux, il faut rentrer dans un des cas de recours. » Vous ne voulez rien savoir en règle générale et vous voulez quand même faire votre CDD et au final, on vous fait un CDD avec quand même des risques à la clé pour vous en matière de contentieux juridique. Alors l'objectif des ordonnances là-dedans, c'est quoi ? L'objectif des ordonnances, je pense que c'est de vous redonner confiance et de vous donner envie d'embaucher. Parce que vous allez vous dire, ah mais finalement, peut-être qu'aujourd'hui, avec ces textes, je vais pouvoir licencier un petit peu plus facilement. Ou en tout cas, je courrai un peu moins de risques en licenciant. Clairement, c'est vrai que ce sont des ordonnances qui sont faites au service des employeurs. Elles sont faites pour vous, il ne faut pas se leurrer. Il y a un ou deux biscuits qui sont donnés aux salariés pour les satisfaire et pour faire en sorte d'avoir fait un geste, mais clairement, c'est des ordonnances à destination des employeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye un petit peu d'inverser la marche, une marche qui jusqu'à présent allait dans le sens de toujours plus de normes, toujours plus compliquées, toujours plus d'obligations et toujours plus de conséquences, et on essaye de vous alléger un petit peu la tâche. Alors, ce n'est pas encore la panacée, on va en parler tout à l'heure, mais en tout cas, c'est un début. Donc, ces ordonnances, c'était une promesse forte de M. Macron, qui s'était vraiment engagé là-dessus, et je crois que là où on peut quand même lui tirer le chapeau, c'est qu'il a fait quelque chose de pas facile. Élu en mai, dès le mois de juin, il commence les concertations avec les organisations syndicales, et il avait annoncé une signature avant la fin de l'été. Les ordonnances ont été signées en grande pompe le 22, soit le dernier jour de l'été astronomique, si je ne me trompe pas. Donc il avait pris un engagement, il l'a tenu. Sauf que ce système a quand même quelques inconvénients.
un système extrêmement rapide. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un parcours législatif qui n'est pas abouti. C'est-à-dire que d'ici la fin de l'année, on attend quand même une vingtaine de décrets qui vont devoir intervenir et qui sont en attendant un petit peu bloqués, parce que là, on est passé à autre chose, on vote le budget, donc on est sur d'autres chevaux de bataille, et donc ça prend un petit peu de temps. Après, on est passé par le biais d'ordonnances. Donc c'est un système législatif qui, à l'heure actuelle, n'est pas abouti. Pour que ce système législatif soit abouti et que ces ordonnances aient valeur de loi, il nous faut une loi de ratification. Cette loi de ratification n'interviendra qu'au premier trimestre 2018. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la loi de ratification est adoptée, pas de problème. Les ordonnances vont avoir valeur de loi et on est tranquille, elles sont obligatoires, elles s'imposent. Par contre, si elle n'est pas adoptée, cette loi de ratification, on va être dans une belle pagaille. Parce qu'entre-temps, tout ce qu'on aura fait sur la base des ordonnances, on ne saura pas quoi en faire. Si entre-temps, vous avez créé votre CSE, si entre-temps, vous avez fait des licenciements sous la nouvelle formule, moi, je ne sais pas vous dire aujourd'hui comment ça va se passer si la loi de ratification n'est pas passée. Donc, je pense que déjà, vous avez quelques antennes qui se sont mises droite sur votre tête et qui se disent « Ouh là là, il va falloir faire attention, il va falloir être extrêmement prudent ». L'objectif ce soir, ce n'est pas de vous faire un cours de droit. Je pense que vous n'êtes peut-être pas tous des juristes avertis. Vous n'êtes pas venus pour prendre une leçon de droit, vous êtes venus pour vous informer et pas forcément pour vous former. Moi, j'ai envie de vous donner quelques outils qui font que quand vous allez être dans une situation bien précise, vous allez vous dire « Ah oui, mais je sais que dans les ordonnances, il y a quelque chose d'intéressant, il faut que j'aille me renseigner, il va falloir que je cherche un peu plus de la matière parce que je sais ». Donc, je ne serai pas forcément exhaustive. Je ne sais pas s'il y a dans la salle des chefs d'entreprise de plus de 5000 salariés, mais je suis partie du principe que les dispositions qui concernent ces points-là ne vous intéressent pas. Donc, il faut se jeter à l'eau. On va rentrer quand même dans une matière qui parfois est un petit peu ardue, mais je vais essayer de la présenter de la façon la plus concrète possible. Alors, les ordonnances Macron, nous avons 5 ordonnances. 5 ordonnances, en réalité, il y en a 3 qui vont nous intéresser principalement parce que dans les 2 dernières, on n'a pas grand-chose qui peuvent vous intéresser. La première ordonnance, c'est l'ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales. Bon, ça fait peur. Mais quand on regarde à l'intérieur, après on va voir qu'en réalité, il y a des choses bien concrètes qui peuvent vous intéresser. En réalité, cette ordonnance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met en place la fusion des institutions représentatives du personnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans vos entreprises, vous n'allez avoir plus qu'une seule institution représentative du personnel qui s'appellera soit le comité social et économique, soit le conseil d'entreprise en fonction de ce que vous allez faire. J'ai essayé quand c'était possible, en fait, de vous faire un avant-après pour que vous puissiez avoir une vision synthèse et savoir quelles seront les différences. Alors avant, donc c'est encore le cas aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dans une entreprise? Dans une même entreprise, à partir du moment où elle a plus de 11 salariés, on va avoir des délégués du personnel. Normalement, c'est une obligation. C'est-à-dire que quand vous avez plus de 11 salariés, vous êtes obligé de mettre en place en principe vos délégués du personnel parce que si vous entrez dans un cas où vous devez consulter vos délégués du personnel, et ça existe assez souvent, par exemple en matière d'inaptitude aujourd'hui, dès que vous voulez faire un licenciement pour inaptitude, vous devez consulter vos délégués du personnel. Si vous ne les avez pas mis en place alors que vous auriez dû, votre procédure de licenciement va être viciée. Donc ces délégués du personnel, on les réunit aujourd'hui une fois par mois et leur but, c'est leur objet, alors je parle des attributions de base, je ne parle pas des attributions exceptionnelles, c'est de faire remonter à l'employeur les réclamations individuelles au collectif des salariés, délégués du personnel. Après, vous avez le comité d'entreprise. Il est mis en place dans les entreprises de plus de 50 salariés. Il se réunit une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Il a des attributions économiques et sociales sur le fonctionnement de l'entreprise. Vous avez le CHSCT, pareil, plus de 50, réuni une fois par trimestre. Donc ces attributions concernent la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et l'amélioration des conditions de travail. Et après, vous avez les délégués syndicaux. Donc, normalement, ils sont mis en place dans les entreprises de plus de 50. En dessous, quand on a des délégués du personnel, les syndicats peuvent vous désigner un des délégués du personnel en qualité de délégué syndical.
Donc lui, on se réunit avec eux une fois par an, c'est la seule fois obligatoire pour les NAO. Et donc son objet à lui, c'était de négocier avec l'employeur. Donc ça, c'est l'ancienne version. Vous pouvez, dans une même entreprise, dans le même mois, vous retrouver avec des réunions avec tout le monde. Et on ne pouvait pas mettre tout le monde dans le même plat, c'est-à-dire qu'il fallait, même si vous convoquiez tout le monde le même jour, vous deviez distinguer vos différentes réunions et vos différentes consultations. Évidemment, c'était une perte de temps assez monumentale. Et surtout, ça faisait beaucoup de représentants du personnel dans l'entreprise et donc autant de salariés protégés. Aujourd'hui, à partir du moment où vous aurez plus de 11 salariés, vous allez mettre en place un comité social et économique. Ce comité social et économique, en fait, va exercer les attributions des DP, du CE et du CHSCT. On avait déjà amorcé l'évolution vers ce CSE avec la DUP, qui réunissait déjà des institutions représentatives du personnel, à savoir le DP et le CE. Alors la question, c'est quand? Quand est-ce que vous allez devoir mettre en place ce CSE? Les premiers CSE pourront être mis en place au 1er janvier 2018. Déjà, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes sûrement en train de vous dire, attention, il n'y aura pas encore la loi de ratification, ce n'était pas la peine de se précipiter. Le dernier délai pour que toutes les entreprises de plus de 11 salariés aient un CSE, c'est donc le 1er janvier 2020. 1er janvier 2020, toutes les entreprises de plus de 11 salariés devront avoir mis en place leur CSE. Entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a des dispositions transitoires. Si vous aviez vos mandats qui expiraient avant le 23 septembre et que vous avez signé un protocole préélectoral avant le 23 septembre, vous restez sous l'ancien régime. C'est-à-dire que même si, par exemple, vos élections ne sont pas tout à fait terminées aujourd'hui, eh bien, vous restez sous l'ancien régime, vous menez à bien vos élections. Si vous avez des mandats qui expirent entre le 23 septembre et le 31 décembre, vous pouvez les proroger. Alors, soit au choix jusqu'à la fin de l'année, ou pour 1 an à compter de leur expiration, et ça se fait par accord collectif ou décision de l'employeur après consultation des IRP. Après, pour les mandats qui expirent donc à partir du 1er janvier au 31 décembre 2018, là aussi, ils peuvent être réduits si vous êtes pressé de mettre en place votre CSE ou prorogés d'1 an au plus par accord collectif. Donc, grosso modo, quand même, deux dates à retenir. 1er janvier 2018, les premiers CSE, et 1er janvier 2020, tout le monde doit avoir son CSE. Alors, les réunions. Il y a des dispositions différentes en fonction de la taille de l'entreprise. Il sera réuni une fois par mois pour les entreprises de moins de 50 et de plus de 300. À l'intérieur, c'est-à-dire entre 50 et 300, il sera réuni une fois tous les 2 mois ou une fois tous les mois. Alors, quelque chose qui va peut-être vous intéresser, je sais que ça fatigue un petit peu quand on est employeur, quand on réunit ses représentants du personnel, de se retrouver avec les délégués titulaires, par exemple, et les délégués suppléants qui n'ont finalement pas voix au chapitre, puisqu'ils sont juste là, ils ne peuvent pas voter, mais on est obligé de les convoquer jusqu'à maintenant. Eh bien, à partir de la mise en œuvre donc, de votre CSE, les suppléants ne seront plus obligatoirement convoqués. C'est-à-dire qu'ils ne pourront être là que si le titulaire est absent. Donc on n'aura plus de doublons dans les entreprises. Par ailleurs, quand vous devrez faire des réunions qui concernent à la fois les DP et à la fois le CE, vous pourrez faire une seule réunion, c'est-à-dire que vous ne serez plus obligé de faire vos réunions successives en distinguant les différentes réunions. Donc la conséquence évidemment de tout ça, c'est une diminution du nombre de représentants du personnel dans l'entreprise et une diminution de salariés protégés. Concernant les budgets, le montant de la subvention elle reste identique pour les entreprises de 50 à 2000 salariés. Mais on ne la calcule plus sur le compte 641, on la calcule aujourd'hui sur les salaires bruts déclarés dans la DADS, auquel on rajoute la participation et l'intéressement. Moi, je me suis dit que peut-être ça allait bloquer justement le système de participation et d'intéressement, parce que si vous faites ça, automatiquement, vous allez augmenter votre subvention. Jusqu'à maintenant, vous savez que le CE avait un budget social qui correspondait à ses activités sociales et un budget de fonctionnement. Les 2 budgets étaient strictement étanches. On ne pouvait pas faire passer de l'argent d'un budget vers l'autre. Eh bien là, ils ne le seront plus et on pourra donc faire passer de l'argent d'un budget vers l'autre. Alors, les expertises. On a une petite avancée, mais ça n'a rien de phénoménal. Donc jusqu'à maintenant, toutes les expertises qui étaient demandées par le CE, par exemple, étaient exclusivement à la charge de l'employeur.
Aujourd'hui, il y a un partage des frais qui sont à hauteur de 20% pour le CSE, mais pas de quoi sauter de joie parce qu'en réalité, c'est pour des expertises extrêmement annexes. Les principales expertises restent à la charge de l'employeur. C'est par exemple le cas, je vous ai noté, du droit d'alerte. Alors ça, c'était donc le CSE qui réunit DP, CE et CHSCT. Alors après, il y a le conseil d'entreprise. Là, on est au niveau au-dessus. Le conseil d'entreprise, donc, il va exercer les attributions du CSE, mais en plus, il va être compétent pour négocier, conclure et réviser des accords d'entreprise. Sauf que, ça, a priori, pourquoi pas? Sauf que, comment on met en place un conseil d'entreprise? On le met en place par accord. Aujourd'hui, avec qui vous allez signer vos accords? C'est avec vos délégués syndicaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez essayer, je vous souhaite beaucoup de chance, de demander à vos délégués syndicaux de signer un accord qui va leur transférer, qui va leur enlever le pouvoir de négociation au profit du conseil d'entreprise. Aujourd'hui, vos délégués syndicaux sont les seuls à pouvoir vous signer un accord quand ils sont présents dans l'entreprise et vous allez gentiment essayer de leur demander « mais signez-moi un accord ». Après, ça sera l'intégralité du conseil d'entreprise, donc vous ne serez plus seul à prendre la décision pour signer des accords. À mon avis, il ne va pas y avoir beaucoup de conseils d'entreprise qui seront mis en place, en tout cas, pas dans l'immédiat. Alors, il y a quelque chose qui va pouvoir vous intéresser, peut-être, chef d'entreprise, c'est ce qui concerne le PV de carence. Jusqu'à maintenant, pour avoir un PV de carence, qui est le seul document qui vous permet de justifier vos procédures quand vous n'avez pas mis en place vos représentants du personnel, vous étiez obligé de mener votre processus électoral jusqu'à son terme. Si vous n'aviez pas de candidat au premier tour, vous devez quand même organiser votre premier tour, vous devez le dépouiller dans la mesure du possible. Et si vous avez après pas de candidat au deuxième tour, ben c'est qu'à l'issue de tout ce processus que vous pouviez établir votre procès-verbal de carence. Vous établissiez votre procès-verbal de carence, vous étiez tout content. Dès le lendemain, on pouvait vous demander une nouvelle organisation des élections. Et on repartait pour un tour. Avec les nouvelles dispositions, vous allez engager votre processus. Vous allez mettre votre affichage avec une note à destination de vos salariés qui dit « organisation des élections ». À partir de ce moment-là, si dans le délai de 30 jours, personne ne se manifeste pour être candidat, eh bien vous pourrez dresser votre PV de carence. Et votre PV de carence, il va rester valable pendant 6 mois. Donc ça vous bloque, en tout cas, cette possibilité de vous, excusez-moi, mais de vous redemander des élections. Ça vous libère de cette obligation. Ça, c'était la première ordonnance donc, qui met en place le conseil social et économique et le comité d'entreprise. La deuxième ordonnance, c'est l'ordonnance relative au renforcement de la négociation collective. Et c'est là que ça va peut-être être un petit peu plus ardu. Alors la négociation collective, avant, c'est-à-dire encore aujourd'hui, on ne peut pas signer au niveau de l'entreprise un accord qui soit moins favorable aux salariés que ce que prévoit l'accord de branche et la convention collective. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie des normes qu'il faut absolument respecter. Ça, c'est le principe et ça a toujours été le principe. Et les ordonnances mettent en place un système qui est assez innovateur et qui va vous offrir à vous, employeurs de TPE et PME, des outils dont je crois que vous n'avez pas encore pris la portée. Mais dont je vais vous expliquer pourquoi les grands syndicats, eux, ont parfaitement pris la portée. Aujourd'hui, il existe 3 domaines, enfin, il va exister, excusez-moi, 3 domaines de négociation. Le domaine qui est réservé aux conventions collectives. C'est un domaine dans lequel vous, employeurs, vous ne pourrez absolument rien faire. Vous ne pourrez pas faire d'accord qui soit moins favorable que ce qui est prévu par votre convention collective. Par exemple, vous ne pouvez pas prévoir par accord des salaires minimums inférieurs au salaire de la branche. Ça, c'est évident, on le sait tous. Donc là, c'est un domaine, vous ne pouvez absolument rien faire. Après, il y a un domaine intermédiaire. C'est un domaine dans lequel les accords, les branches peuvent se réserver la possibilité de verrouiller. C'est-à-dire que les branches peuvent dire, dans ce domaine-là, alors ils sont strictement énumérés, elles doivent choisir les domaines. Dans ce domaine-là, vous, entreprise, vous ne pourrez rien faire, c'est moi, la branche, qui décide. Et on sera dans la même situation que le premier domaine. Et il y a un troisième domaine, et c'est là que ça va vous intéresser. Ça sera le domaine dans lequel l'accord d'entreprise pourra prévaloir, même s'il est moins favorable que ce qui est prévu dans l'accord de branche. Et ça, dès le 1er janvier 2018. Par exemple, ça veut dire quoi?
Admettons que votre accord de branche, votre convention collective prévoit une prime de vacances. Une prime de vacances qui, normalement, devrait vous être obligatoirement applicable. Ça ne fait pas partie des salaires minimums de la convention. Vous pouvez, par accord d'entreprise, prévoir que cette prime ne sera pas applicable dans votre entreprise. Alors, très vite, il y a des branches qui ont réagi sur ce point-là. Vous avez peut-être entendu parler des grèves qui ont eu lieu en métropole concernant les transports, par les transporteurs. Le domaine des transports a des syndicats qui sont extrêmement actifs et extrêmement forts. Dès qu'ils ont vu arriver ces dispositions, ils se sont dit « Ouh là là, c'est très dangereux pour nous ». Parce que les petites entreprises vont pouvoir négocier directement avec leurs salariés, elles vont faire sauter des primes et on va avoir des problèmes de compétitivité. Nous, grandes entreprises, on n'arrivera pas à faire sauter les primes, mais les petites vont le faire et on ne va pas être au même tarif. Donc ce qu'elles ont fait, c'est que les syndicats employeurs et les syndicats salariés se sont mis d'accord, puisque tout le monde y avait intérêt, les salariés pour protéger les primes et les employeurs pour protéger leur compétitivité. Et ils ont fait une espèce de tour de passe-passe pour faire passer les dites primes dans les minima conventionnels. Normalement, ce n'est pas possible. Mais eux, ils ont réussi et ça a été étendu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toute façon, dans la branche transport, les petites entreprises ne peuvent pas faire sauter ces primes par accord d'entreprise. Mais dans les autres domaines, c'est tout à fait possible. Alors après, évidemment, il faut arriver à négocier un accord. Et c'est là, et on va en parler un petit peu plus loin, avec qui vous allez négocier cet accord et comment vous pourrez le faire. Il y a quelque chose dans ces ordonnances qui, juridiquement, est absolument nouveau. Et c'est même un point sur lequel, moi, juriste, je serais tentée d'émettre des réserves. Ça concerne, alors, écoutez bien, les accords ayant pour but de préserver ou de développer l'emploi et répondant aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise. Si vous réfléchissez bien, on peut faire rentrer à peu près tout ce qu'on veut là-dedans. Tout. Parce que répondant aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise, ça peut concerner absolument tout ce qu'on veut. Donc ces accords, par exemple, peuvent aménager la durée du travail, la rémunération, la mobilité. Pour être valables, ils doivent être signés par des syndicats majoritaires. Quelle est la conséquence lorsqu'un tel accord est passé? Et c'est ce point-là qui est tout à fait nouveau. S'il existe dans les dispositions des contrats de travail de vos salariés des stipulations qui sont contraires à ce qui est mentionné dans cet accord, eh bien cet accord vient automatiquement se substituer aux dispositions contractuelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, salarié, j'ai un contrat avec certaines dispositions qui me lient à mon employeur. Le principe, c'est que notre contrat fait notre loi. On ne peut pas modifier mon contrat sans mon accord. C'est ce qu'on nous dit, nous juristes, depuis qu'on est au biberon du droit. Eh bien, avec cette nouvelle disposition, l'accord qui a été signé majoritairement va modifier, sans que j'aie à donner mon accord, mon contrat de travail. Et si je ne suis pas d'accord, l'employeur aura un motif de licenciement sui generis. Ce n'est pas un licenciement économique, ce n'est pas un licenciement pour cause réelle et sérieuse, c'est un licenciement sui generis et qui sera difficilement attaquable au prud'homme parce que de toute façon, si votre accord il est là, s'il n'a pas été attaqué dans les 2 mois en nullité, ben, il est valable. Et si vous avez refusé que ça vienne modifier votre contrat de travail, ben, c'est automatique, vous pouvez être licencié de façon sui generis. Donc évidemment, ça peut vous ouvrir des portes assez importantes. Il faut que vous le sachiez, pour le cas échéant, que ça vous fasse tilt si vous avez un besoin dans votre entreprise de faire un accord et que ça puisse avoir ce type de conséquences. Après, c'est à manier avec la plus grande prudence, tant qu'on n'a pas eu les décrets et les lois applicables, évidemment. Alors avec qui ces fameux accords, on peut les signer? Et là aussi, on a une grande nouveauté dans les ordonnances et qui va s'adresser principalement justement aux TPE, PME, au tissu local, qui va enfin pouvoir négocier directement avec ses salariés. Je suis sûre que dans la salle, il y a des gens, des employeurs qui ont déjà négocié des accords directement avec leurs délégués du personnel ou avec les salariés dans leur ensemble et qui me disent « Non, mais tout le monde l'a accepté, il n'y a pas de problème, maître, c'est valable. » Non. Jusqu'à maintenant, ça n'était absolument pas valable. Jusqu'à maintenant, pour signer un accord, il était nécessaire d'avoir un délégué syndical dans l'entreprise ou un salarié qui se fasse mandater. Alors, quand vous n'aviez pas de délégué syndical, évidemment,
peu d'employeurs étaient enclins à demander à un de leurs salariés de demander à un syndicat de le mandater pour venir négocier, parce que quelque part, ça voulait dire faire entrer le loup dans la bergerie, et vous n'étiez pas très d'accord avec ça. Sauf que c'était quand même bien embêtant parfois. J'ai notamment le cas de certains clients qui ont été coincés pendant un certain temps avec les forfaits. Vous savez qu'un cadre, il peut être payé en forfait jour. En forfait jour, on ne décompte pas son temps en heures de travail, on décompte son temps en jours. Pour que ce soit valable un forfait jour, il faut qu'on s'appuie sur une convention collective. Une convention collective et une disposition dans le contrat de travail. Le problème, c'est que la Cour de cassation, elle avait évolué plus vite que la plupart des conventions collectives et énormément de conventions collectives n'étaient pas en conformité avec les exigences de la Cour de cassation. La conséquence, c'est que le salarié donc, qui avait un contrat qui n'était pas valable parce que la convention collective sur laquelle il reposait n'était pas valable, pouvait saisir le conseil de prud'homme, faire tomber son forfait jour et du coup demander un rappel de salaire qui pouvait être assez faramineux puisqu'on parlait de cadre et donc de salaire assez important parce qu'il avait fait des heures sup, du coup il était bien au-delà des 35 heures et donc rappel de salaire important. Et on avait beaucoup de conventions qui étaient comme ça, pas aux normes. On avait notamment la convention du commerce national, on avait la convention Syntec, plein de conventions. Et moi, j'avais des clients qui n'étaient pas forcément des petites entreprises, qui n'avaient pas de délégué syndical, qui ne voulaient pas faire mandater un salarié et qui, du coup, se retrouvaient avec des forfaits jours cadres qui n'étaient absolument pas valables parce qu'ils ne pouvaient pas signer d'accord pour pallier aux carences de leur convention collective. Et là, on croisait les doigts, tout simplement, on faisait le gros dos en espérant que personne ne s'en rende compte et que personne n'ouvre la boîte de Pandore, parce que s'il y en avait un qui s'en rendait compte et qui saisissait le conseil de prud'homme, derrière, c'était dramatique. Donc, ça posait un vrai problème de ne pas pouvoir négocier, à l'exception d'une négociation avec un délégué syndical et un salarié mandaté. Donc aujourd'hui, les ordonnances ouvrent une voie de négociation. Parce que dans les entreprises de jusqu'à 20 salariés qui n'ont pas de DS, qui n'ont pas de conseil d'entreprise ou de CSE, eh bien vous pouvez négocier directement avec vos salariés. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous leur proposez un accord, vous rédigez un accord, vous leur proposez, vous leur envoyez, et si les 2/3 des salariés manifestent, alors il y a des conditions de forme, hein, mais si les 2/3 des salariés manifestent leur accord, eh bien votre accord il est valable et votre accord peut s'appliquer. Et vous pouvez donc, dans le fameux domaine libre, notamment concernant les fameuses primes, etc., dont je vous parlais tout à l'heure, conclure des accords qui vous permettront peut-être de sauvegarder la compétitivité de votre entreprise ou en tout cas d'alléger vos charges. Alors après, dans les entreprises, alors vous avez donc avec qui négocier, c'est quand même là la principale nouveauté. Une deuxième petite nouveauté, c'est que dans les entreprises de 11 à 50 salariés, vous n'avez pas délégué syndical ni de conseil d'entreprise. À ce moment-là, vous pouvez négocier avec un ou plusieurs salariés mandatés. Il faudra faire un référendum derrière pour valider ça. Ou avec un ou plusieurs membres du CSE. La nouveauté, c'est que là, les élus, donc les membres du CSE, n'ont plus la primauté. Vous pouvez vous adresser directement à vos salariés mandatés sans passer au préalable par le CSE. Donc après, vous avez, alors je vais peut-être pas rentrer dans le détail, donc les personnes avec qui vous pouvez négocier, parce que grosso modo, ça ressemble quand même à ce qui était le cas avant. Donc l'entreprise de 50 salariés, vous pouvez négocier avec un représentant du personnel. À défaut, parce que là, il y a quand même la priorité, un représentant du personnel non mandaté, à défaut, un ou plusieurs salariés mandatés. Les accords conclus avec un DS, donc s'il a recueilli 30% des voix au premier tour, à ce moment-là, il faut un référendum derrière. Si vous signez avec un DS qui a recueilli 50% des voix, alors là, votre accord est majoritaire et aucun référendum n'est nécessaire. En résumé, aujourd'hui, pour vous, chef d'entreprise TPE, PME, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez négocier dans des nouveaux domaines et vous pouvez prendre des accords qui sont contraires à vos accords de branche, donc quelque chose de favorable. Et vous pouvez négocier directement avec vos salariés. S'il y a une chose que vous pouvez retenir en sortant ce soir, je crois que c'est ça. Et c'est important parce que ça n'est pas quelque chose dont vous avez l'habitude, vous n'êtes pas rompu à cet exercice, donc vous n'allez peut-être pas avoir tout de suite le réflexe de vous lancer dans de tels combats, alors que c'est une porte qui peut être extrêmement bénéfique pour vous. Alors la troisième ordonnance, c'est l'ordonnance relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail. Et c'est peut-être là qu'on va voir tout ce qui vous intéresse le plus et tout ce dont vous avez le plus entendu parler. Le fameux barème. Le barème d'indemnisation devant le conseil de prud'homme. Donc ça concerne les indemnités qui peuvent être accordées aux salariés qui saisit le conseil de prud'homme en disant que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Avant,
quand vous étiez face à un licenciement abusif, il n'y avait jamais de maximum pour les dommages-intérêts accordés aux salariés. Il y avait un minimum de 6 mois, 6 mois de salaire, qui ne s'imposait que pour les salariés. Donc il y avait plus de 2 ans d'ancienneté dans les entreprises de plus de 11 salariés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon que vous plaidiez devant le Conseil de prud'homme de Fort-de-France ou le Conseil de prud'homme de Pointe-à-Pitre, parce que déjà je peux vous assurer qu'entre les deux juridictions, il y a des différences assez importantes, ou que vous plaidiez devant le Conseil de prud'homme d'une quelconque juridiction métropolitaine, que vous plaidiez devant la section commerce ou que vous plaidiez devant la section industrie, eh bien vous pouvez avoir pour un même dossier, avec un même salarié, ayant la même ancienneté, grosso modo le même préjudice, des décisions qui n'avaient absolument rien à voir. Vous pouviez aller du simple au double en matière de dommages et intérêts. Et ça, il me semble effectivement que d'abord, première réaction, ce n'est pas tout à fait juste, mais surtout, réaction de professionnel, ça pose un problème. Parce que quand vous avez un prud'homme qui vous tombe sur les bras, vous allez voir votre conseil et la première question que vous lui posez, c'est « Maître, ça peut me coûter combien ?» Et moi, quand on me pose cette question, la réponse que je donne d'habitude, c'est « Écoutez, je suis désolée, mais je n'ai pas de boule de cristal. Je ne peux pas vous dire, je ne peux pas quantifier les dommages et intérêts. » J'ai une vague idée, parce que quand même, on a l'habitude des juridictions et on peut se faire une vague idée. Et c'est important que l'employeur le sache, puisque lui, il va devoir provisionner son litige dans ses comptes. Donc, il faut qu'il sache. Jusqu'à maintenant, c'était assez difficile donc d'évaluer le combien. Et bien là, avec le barème, on va avoir effectivement un nouvel outil qui sera bien utile pour nous. Alors, le deuxième point jusqu'à maintenant, en matière de licenciement irrégulier, donc il y avait un maximum de 1 mois de salaire. Aujourd'hui, donc, on a instauré un barème avec des minimums et des maximums. Ce barème n'est pas applicable dans tous les cas, c'est-à-dire qu'il ne sera pas applicable aux licenciements qui sont nuls pour cause de harcèlement ou de discrimination, parce que là, effectivement, vous êtes hors barème. Et il y a une autre nouveauté qui est assez importante, à mon sens, c'est que quand il va évaluer les dommages et intérêts qu'il va accorder aux salariés, le juge, et donc dans le cadre du barème, pourra, ne devra pas, mais pourra, tenir compte des sommes qui ont déjà été versées par l'employeur au titre de l'indemnité de licenciement. Ça, c'est quelque chose qu'on nous disait à nous souvent, conseil, quand l'employeur venait s'asseoir dans notre bureau. Il nous disait « Mais non, mais regardez tous les dommages et intérêts qu'il me demande alors que je lui ai déjà payé 5 000, 6 000, 10 000 euros d'indemnité de licenciement, c'est pas possible. » Et on vous expliquait que c'était des fondements différents. L'indemnité de licenciement, elle répare la perte de l'emploi, tandis que les dommages et intérêts réparent la perte abusive de l'emploi, un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Eh bien, aujourd'hui, le juge peut tenir compte des sommes qui ont été versées au moment du licenciement pour apprécier les dommages et intérêts. Alors, je vous ai mis quand même le barème pour que vous en ayez une idée. Grosso modo, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les 20 mois de salaire maximum pour les 30 et plus, ça ne me choque pas. Par contre, c'est peut-être plus en avant dans le tableau où je pense qu'on est en dessous peut-être de ce qu'on peut obtenir actuellement, des montants qu'on peut obtenir en dommages et intérêts actuellement. En tous les cas, ça s'imposera de toute façon, quoi qu'il en soit. Et ça, je peux vous dire d'ores et déjà que ce sont des dispositions qui déplaisent fortement aux conseillers prud'homaux qui aiment bien avoir l'indépendance pour apprécier la totalité du préjudice du salarié. Il y a un barème spécial pour les entreprises de moins de 11 salariés parce que le minimum sont un petit peu revus à la baisse pour ce type d'entreprise. Alors là, c'est le petit biscuit dont je vous parlais tout à l'heure qui est donné aux salariés. On a revalorisé l'indemnité légale de licenciement. Jusqu'à maintenant, elle était due à partir d'1 an d'ancienneté. Après, avec les ordonnances, elle va être due à partir de 8 mois d'ancienneté. Jusqu'à maintenant, elle était de 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans, plus 2/15 au-delà des 10 ans. Et bien après, elle va être de 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 d'ancienneté au-delà des 10 ans. Et quand je vous disais tout à l'heure que les textes ont été rédigés un peu rapidement, on a quand même une petite incertitude. Est-ce que ça va être d'abord 1/4 et puis après 1/3 ou est-ce que ça va être d'abord 1/4 et puis après 1/4 plus 1/3 ? Je ne suis pas en mesure de vous le dire aujourd'hui. Si vous devez faire un licenciement, je suis sûre que vous déciderez que c'est 1/4 et puis après 1/3. Mais ça, tant qu'on n'aura pas de décision là-dessus, je ne peux pas vous éclairer. Alors, il y a quelque chose dans ces ordonnances que moi je trouve, comment dire, assez surprenant, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, quand vous devez licencier quelqu'un, vous devez rédiger une lettre de licenciement avec des mentions obligatoires
qui doit non seulement être fondée sur un motif qui existe, mais qui en plus dans laquelle votre motif doit être correctement rédigé. Alors, là où ça ne me pose pas de problème, c'est que c'est vrai que ce n'est pas normal que quelqu'un qui a un vrai motif de licenciement se retrouve condamné au prud'homme parce qu'il a mal rédigé sa lettre. Je suis entièrement d'accord, ce n'est pas tout à fait normal. Pour pallier ça, les ordonnances prévoient que dorénavant, les licenciements seront notifiés au moyen d'un formulaire CERFA. Je n'ai pas encore de modèle, il va sortir avec les décrets. Ça veut dire quoi? Que vous allez remplir un petit formulaire dans lequel vous allez cocher motif de licenciement, cause réelle et sérieuse, faute grave, licenciement éco. Vous allez cocher avec, sans préavis, et vous aurez une petite case dans laquelle vous pourrez rajouter quelques mots pour préciser ce motif. Évidemment, la juriste que je suis n'est pas tout à fait satisfaite par cette solution, mais on a quand même prévu un aménagement. Il sera mentionné sur le formulaire que le salarié a la possibilité de demander des précisions à l'employeur sur son motif de licenciement. C'est une possibilité, ça n'est pas une obligation. S'il le fait, à ce moment-là, l'employeur devra obligatoirement lui répondre et donc préciser ce motif de licenciement. Et ça sera cette précision qui fixera les termes du litige et après on se retrouve au conseil de prud'homme. Si le salarié n'exerce pas cette possibilité, dans ce cas-là, votre licenciement est en quelque sorte verrouillé. C'est-à-dire que même si derrière vous n'avez pas un vrai motif, la seule sanction qu'on pourra vous appliquer, c'est celle d'un licenciement irrégulier en la forme, 1 mois de salaire. On ne pourra pas vous reprocher d'avoir fait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Donc évidemment, à mon sens, tous les salariés vont demander, mais si par chance vous avez un salarié qui ne vous demande pas de préciser les motifs, et si vous vous retrouvez au prud'homme, eh bien ça sera une chance pour vous, employeur, puisque les sanctions encourues seront bien moindres. Une autre nouveauté, c'est que dorénavant, on a unifié tous les délais, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à exercer, on pouvait saisir le conseil de prud'homme jusqu'à 30 ans après la rupture du contrat de travail. Aujourd'hui, vous voyez qu'on a quand même bien avancé parce qu'évidemment, c'était absurde. Aujourd'hui, toutes les ruptures doivent être contestées, qu'elles soient économiques ou cause réelle et sérieuse, doivent être contestées dans les 12 mois de la rupture. Par contre, on garde d'autres délais de prescription, qui sont le délai de prescription du rappel de salaire qui est de 3 ans, et le délai de prescription pour d'autres actions comme le harcèlement, par exemple, qui lui est de 5 ans. Donc évidemment que les conseils, quand un salarié viendront les voir pour contester une rupture et qu'on sera au-delà du délai de 12 mois, vont multiplier les procédures pour harcèlement. Alors sachez qu'il est prévu dans la loi, je ne vais pas le développer, mais sachez qu'il est prévu dans la loi la possibilité de faire des ruptures conventionnelles collectives qui se rapprocheront des plans de départ volontaires actuels. Alors, je vais passer rapidement les dispositions applicables au licenciement économique. Gardez à l'esprit que jusqu'à maintenant, le motif économique et le reclassement s'appréciaient au niveau du groupe et quand il y avait des entreprises à l'étranger, on allait même chercher les entreprises à l'étranger. C'est-à-dire que si vous, petite entreprise martiniquaise, vous aviez des difficultés économiques, si vous apparteniez à un groupe qui avait des ramifications à l'étranger dans votre secteur d'activité, eh bien vous aviez beaucoup de mal à faire un licenciement économique. Donc aujourd'hui, on s'en tient au territoire national, mais c'est quand même encore bien grand. Alors, il y a quelque chose d'assez novateur aussi. Quand il y a un transfert d'entreprise, vous savez que transfert d'entreprise, transfert d'entité économique, les contrats de travail sont normalement automatiquement transférés. Et le cédant de l'entreprise ne pouvait pas, en aucun cas, licencier les salariés avant la cession pour faire échec à ce transfert. Aujourd'hui, ça sera possible, mais dans 2 cas qui sont quand même encore assez précis. C'est à condition qu'il y ait un PSE qui soit mis en place et qu'il y ait une reprise de site. Donc ça concerne des cas bien précis. J'imagine que si vous êtes dans ce cas-là, vous irez prendre un conseil. Alors le télétravail, ça aussi je crois qu'on est dans la mouvance où on veut faciliter le télétravail, c'est peut-être pas une mauvaise chose après tout. Jusqu'à maintenant, quand on voulait faire du télétravail dans une entreprise, on devait avoir un accord collectif et un avenant au contrat de travail. Avec les ordonnances, vous pouvez mettre en place le télétravail par accord collectif ou bien par une charte qui est rédigée par l'employeur tout seul s'il n'arrive pas à négocier un accord. Il sera possible également, dans des cas exceptionnels, alors moi j'ai envie de penser à des cas comme le cyclone qu'on a eu il y a quelques jours, après tout pourquoi pas, de dire qu'on fait du télétravail occasionnel.
Vous avez un enfant malade, par exemple, ou il fait mauvais temps, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous avez une panne de voiture. Vous envoyez un mail à votre employeur en disant « Est-ce que vous me permettez qu'aujourd'hui je travaille de chez moi ?» Et ce simple échange de mail couvrira la validité du télétravail. Donc en dehors de tout accord ou de toute charte. C'est une possibilité qui est ouverte. La nouveauté aussi, c'est que le salarié qui va rentrer dans le cadre de votre charte et qui sera éligible au télétravail en application de votre charte ou de votre accord collectif bénéficiera d'un droit, c'est-à-dire qu'il vous demande à bénéficier. Et si vous lui refusez le bénéfice du télétravail, vous devez vous justifier. Donc on prend un petit peu les choses à l'envers aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est si on refuse le bénéfice du télétravail que l'employeur doit se justifier. Et dernier point qui est prévu dans les ordonnances, c'est que l'accident qui est survenu au temps et au lieu du travail, donc pendant les horaires qui sont prévus dans la charte et chez vous, eh bien à ce moment-là est présumé être un accident du travail parce que jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qui bloquait un petit peu le recours au télétravail. Alors les CDD, là aussi c'est quelque chose d'extrêmement novateur. Je pense qu'il faudra peut-être en recourir à vos branches pour leur demander de négocier dans ces domaines-là. Jusqu'à maintenant, le régime du CDD, que ce soit la durée du CDD, que ce soit le nombre de renouvellements possibles, eh bien, c'était fixé par la loi et c'était le même pour tout le monde. Tout le monde appliquait le même régime. Aujourd'hui, le régime des CDD peut faire partie du domaine intermédiaire. Rappelez-vous, le domaine dont je vous ai indiqué que la convention collective peut se le réserver. Et dans les branches, on peut négocier des dispositions différentes sur le cas de recours au CDD, sur le nombre de CDD qu'on peut faire, les renouvellements, et sur la durée du CDD. Et lorsque votre branche aura négocié dans ces domaines-là et qu'elle se sera réservée ces domaines-là, eh bien à ce moment-là, vous devrez appliquer et on pourra prévoir des dispositions tout à fait différentes de ce qui est actuellement prévu. Par ailleurs, les branches aussi pourront prévoir le fameux CDI de chantier qui jusqu'à maintenant n'existait que dans le BTP. On pourra le faire, par exemple, dans le Syntec, on pourra prévoir un CDI de chantier. Et j'en ai presque terminé. Il nous reste encore 2 ordonnances. La 4e, là, quasiment rien qui vous intéresse. Ça concerne l'extension et l'élargissement des accords collectifs. C'est assez abstrait. Et l'ordonnance relative au compte professionnel de prévention. Alors, vous vous rappelez certainement des hurlements des employeurs lorsqu'il a fallu mettre en place donc, ce compte et qu'il a fallu quantifier les postures pénibles. Il fallait dire, mon maçon, il est tant d'heures par jour, penché à 90 degrés, donc je dois quantifier. C'était absolument infaisable. Et tout le monde a hurlé, tout simplement, parce qu'on ne pouvait pas faire ça. Donc aujourd'hui, on a supprimé 4 facteurs de risque qui étaient effectivement impossibles à quantifier. Les postures pénibles, les vibrations mécaniques, les manutations manuelles de charge et l'exposition aux agents chimiques dangereux. Donc ça, c'est supprimé, ça vous allégera effectivement en grande partie le travail. Par ailleurs, sachez que les entreprises de 50 salariés, de plus de 50 salariés ou qui appartiennent à un groupe, doivent négocier un accord sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risque à partir du moment où leur taux d'AT-MP est supérieur à un taux qui va être fixé par les décrets et donc que je n'ai pas encore. En conclusion, je crois que ces ordonnances sont des signes forts à destination des employeurs. Il y a une volonté évidente de vous rassurer pour vous donner envie d'embaucher. Sauf que il va inévitablement y avoir une résistance. Il va y avoir une résistance de qui? Une résistance d'abord des magistrats. Parce que, par exemple, avec le barème, on leur enlève leur liberté de juger et je pense que c'est quelque chose qui ne va pas leur plaire. Une résistance des magistrats aussi, parce que ce que je vous expliquais tout à l'heure, où les dispositions d'un accord peuvent se substituer aux dispositions du contrat de travail, c'est quelque chose qui, à mon avis, est plus que osé du simple point de vue juridique. Il y a un principe en droit qui est le même pour tous les contrats, c'est que le contrat légalement formé fait la loi des parties. Et il ne peut être modifié que d'un commun accord. Donc là, on piétine allègrement ce principe, et ça, je pense qu'il va y avoir des problèmes juridiques à venir sur ce point-là. Mais je pense aussi peut-être une petite résistance de votre part, parce que dans les TPE, PME, on n'est pas habitué à négocier, on n'est pas habitué à se renseigner sur ce qu'on peut faire, et on n'a pas forcément cette démarche. Donc il va falloir que vous, employeurs, vous vous empariez de ces ordonnances et vous en fassiez ce que vous voulez faire et ce qui pourra vous servir à vous au quotidien et pour la pérennité de votre entreprise. Donc vous l'avez compris quand même, une réforme à prendre avec précaution, à mon avis.
À mon avis, il faut attendre un maximum. Par exemple, pour mettre en place le CSE, il faut attendre un maximum. Moi, le conseil que je donnerais à mes clients, c'est de proroger au maximum les mandats pour attendre d'abord la loi de ratification, pour voir comment ça va évoluer, comment ça va fonctionner et comment ça va être traité par les conseillers prud'homaux. On en est aujourd'hui au premier balbutiement, à mon sens, d'une évolution et d'un renversement de vapeur. Mais ces premiers balbutiements, ils vont avoir des effets dans 1 an, dans 3 ans. Et ça n'est qu'à ce moment-là qu'on pourra se rendre compte est-ce qu'ils sont efficaces. Ce que j'avais envie de vous dire en conclusion, c'est que ces ordonnances, on peut en faire beaucoup de choses. Vous pouvez les retourner dans le mauvais sens. Vous pouvez, par exemple, dire « Ah ben non, finalement, barème d'indemnisation, je n'encours que tant de mois de condamnation. » Le licenciement, tout ce que je veux, c'est prononcer mon licenciement et en finir avec ce salarié. Et donc, décider que vous prenez le risque. Mais il y a un droit, un principe fondamental en droit, qui est le même en droit des contrats, parce que le contrat de travail, c'est avant tout un contrat, qui est celui de la bonne foi. Le contrat doit être exécuté de bonne foi. Et à mon sens, ces ordonnances n'atteindront l'objectif qu'on leur a fixé, celui de relancer l'emploi, que si de part et d'autre, on applique ce fameux principe de bonne foi. J'en ai fini. Si vous avez des questions complémentaires, donc je vous ai mis mon mail, ou si vous voulez obtenir le support, vous m'envoyez un mail, il n'y a aucune difficulté, je vous enverrai le support. Et si vous avez des questions, je suis ouverte à vos questions.